Merci à tous, merci au professeur Bozide, merci à Nutricia, à toutes les équipes de chaque côté de la Méditerranée pour ce webinaire très intéressant et qui va probablement être très riche en questionnements. Pour compléter la présentation de Cindy, qui était très complète et probablement très informative pour nous tous, j'ai souhaité donc apporter des éléments pratico-pratiques qui vont être discutés dans le cadre d'un cas clinique, qui n'est pas un cas clinique de cancérologie digestive, j'ai fait exprès, alors que je suis gastro-entérologue de formation moi aussi, mais pour sortir un peu du cadre habituel des cancers digestifs. Alors ça passe pas. Comment faire ? C'est droite et gauche. Droite-gauche. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, mais clairement, il s'agit d'un cas clinique un peu construit de façon artificielle pour permettre d'illustrer d'abord tout ce qui a été expliqué par le docteur Neusillet, mais aussi pour amener à discuter la faisabilité d'un certain nombre d'éléments de prise en charge au niveau pratique. On pourra rediscuter ensemble après. Donc, le patient, il a 53 ans, donc il est très jeune, et même s'il a des cheveux blancs. Il a un cancer du poumon de type adénocarcinome, non muté EGFR, marié, donc il n'a pas de problème, on va dire, social ou économique majeur dans le contexte. Il était fumeur et a arrêté de fumer. Il était sportif et a plutôt diminué, voire arrêté de faire de l'activité physique en raison d'une fatigue musculaire importante. Ce n'est pas tellement l'essoufflement qui a conduit à l'arrêt, c'est plus des douleurs musculaires lorsqu'il maintenait des niveaux d'activité physique comme il avait précédemment l'habitude de le faire. Il a un état fonctionnel qui reste très préservé. Il est quand même très douloureux, avec des douleurs basithoraciques qui parfois entraînent des troubles du sommeil et probablement impactent sa vie au quotidien, diurne et nocturne. Il a une perte de poids qui est, on considère comme modérée, mais on pourra en discuter. Et donc, je vous ai donné la taille pour avoir la possibilité de mesurer et le pourcentage de perte de poids et l'IMC. Il a des antalgiques, il a un IPP comme tout malade de cancérologie qui se respecte en France, ce qui n'est pas obligatoirement justifié, et il a un inducteur du sommeil parce qu'il a ce problème de sommeil lié à ses douleurs. Et donc, il est prévu qu'il ait un sel de platine associé à du pémétrexède en première intention, parce qu'on est sur une tumeur métastatique, on est en première ligne métastatique. Il a évidemment passé toutes les visites nécessaires du point de vue cardiologique, néphrologique, etc. Donc, il est très inquiet par cette perte de poids. Il réclame vraiment de façon réitérée une prise en charge nutritionnelle parce qu'il a entendu dire, il a vu peut-être le docteur Neusillet à la télé ou je ne sais quoi, il est motivé pour une prise en charge nutritionnelle. Voilà son bilan biologique, rien de particulier en tout cas à mon sens, en dehors du fait qu'il a un syndrome inflammatoire et une albuminémie limite basse. Voilà son scanner, on voit bien la tumeur qui lamine la bronche souche droite. Et voilà son PET scan, fait avec du sucre marqué, hein, évidemment, ça c'est un argument fort pour les patients pour dire qu'il faut arrêter le sucre. On voit bien la tumeur et la localisation secondaire surrénalienne gauche dont on a parlé précédemment. Voilà. Donc la première question, c'est est-ce que ce patient est dénutri? Et je dirais que finalement, de façon un peu subliminale à cette question, est-ce que le statut nutritionnel à proprement parler ou isolément est un élément prépondérant de la prise en charge de ce patient?
Alors, vous avez le droit de réagir. Ça ne réagit pas, donc je continue. Hein. N'hésitez pas. De toute façon, je vais avancer. Alors, évidemment, la réponse que l'on donne est une réponse qui est basée sur les recommandations françaises, pas obligatoirement sur les recommandations internationales qui sont un petit peu différentes. Hein. Comme Cindy l'a présenté préalablement, les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé française ont légèrement modifié les critères de dénutrition, à la fois de l'adulte non âgé et de l'enfant, et ont mis en avant à la fois les critères habituels de perte de poids, d'IMC, mais ont aussi proposé aux praticiens de pouvoir les conjuguer avec des éléments d'environnement général du patient qui le mettent dans des conditions de risque majeur nutritionnel, altération des ingestats, pathologies à risque comme le cancer par exemple. Donc globalement, ce patient, on va dire, dans une première réponse que l'on pourrait formuler, c'est peut-être l'est-il, peut-être n'est-il pas dénutri, mais de toute façon, il est dans des conditions où il est à très haut risque de dénutrition. Donc, s'il ne l'est pas encore, il va le devenir. Il l'est peut-être déjà, mais de toute façon, à un moment, il va l'être. Donc, ça, c'est une première façon de répondre. L'autre façon de répondre, c'est de dire, si on calcule bien, sa perte de poids ne correspond pas aux critères définis pour la dénutrition selon la Haute Autorité de Santé, mais comme le docteur Noziel l'a dit et comme le formule très précisément maintenant les recommandations de la HAS, il ne faut pas tenir compte que de la perte de poids ou de l'IMC, mais aussi du statut ingestif du patient, c'est-à-dire d'essayer d'évaluer plus ou moins précisément combien et comment le patient mange. Alors pour ça, et c'est le but aussi de ma présentation, l'idée c'est de proposer des outils qui soient les plus simples et les plus praticables pour tous les patients et dans toutes les conditions entre guillemets possibles. Et c'est pour ça que je trouve que cet outil qu'on appelle, il y a plusieurs noms au fur et à mesure de sa vie évolutive, qu'on appelle échelle visuelle analogique des ingestats, est un outil idéal. Idéal parce que finalement, c'est un outil qui ne nécessite pas de moyens financiers majeurs et qui ne nécessite pas obligatoirement une compétence médicale importante, mais par contre, une motivation à pouvoir l'utiliser. Et ce, d'autant plus qu'il s'agit d'une auto-évaluation. C'est le patient lui-même qui va mesurer, estimer à quel niveau d'ingestat il se situe. D'ailleurs, la réglette, telle que je la présente là, qui est la réglette de Gustave Roussy, mais qui est inspirée de la réglette officielle, qui est proposée par la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme, peut être totalement remplacée, comme pour la douleur d'ailleurs, par une échelle numérique, où on va demander au patient de verbaliser entre 0 et 10 le chiffre auquel il se situe, pour situer ses ingestats entre 0, je ne mange pas du tout, et 10, je mange comme d'habitude. La réglette est intéressante parce que c'est avec cette technique que ça a été validé, mais on peut aussi utiliser l'échelle numérique. Sachez, et je ne vais pas vous asséner des diapositives à ce sujet-là, qu'au moins 2 études en France ont démontré l'intérêt de cet outil. La première, qui est l'étude Princeps, qui a été publiée par l'équipe de Nantes, et qui a développé l'outil avec le professeur Ronan Thibault. Et ensuite, une étude qui a été réalisée spécifiquement en cancérologie à l'Institut du cancer de Montpellier par l'équipe de Pierre Senès, qui montre toutes les deux qu'il y a une très bonne corrélation entre ce que le patient estime de façon très intuitive entre 0 et 10 et ce que la diététicienne va, en aveugle du résultat proposé par le patient, mesurer précisément par un interrogatoire. Je ne dis pas ça pour dire que cette évaluation, cette échelle va remplacer le travail des diététiciennes, mais au contraire, faciliter le travail de tout le monde en permettant un outil de dépistage précoce, facile à utiliser,
intégrable soit dans des outils applicatifs, smartphone ou autres, soit dans des fiches remplies manuellement en salle d'attente de consultation, et qui permettent de repérer les patients les plus fragiles, les plus à risque, parce qu'ils ont justement une altération des ingestats qu'ils déclarent eux-mêmes. Le seuil qui a été défini par les équipes françaises comme étant le seuil de risque, c'est 7. En dessous de 7 sur 10, on considère que le patient est à risque de dénutrition ou est déjà dénutri. Et donc, c'est le critère qui, finalement, permet ou doit déclencher l'adressage à des équipes spécialisées ou à un parcours en nutrition. Donc, finalement, si je voulais résumer à ce niveau-là les outils de dépistage les plus aisés à mettre en place, c'est probablement, même si ça doit être discuté dans chaque pays, dans chaque condition de parcours, le pourcentage de perte de poids dès qu'il est supérieur à 5%. Je rappelle, 5% pour quelqu'un qui fait 60 kg, ça fait 3 kg, donc c'est pas beaucoup. Souvent, on ne s'alerte pas avant 5, voire 10 kg de perte de poids, quel que soit le poids de départ. Donc là, c'est vraiment du pourcentage, et c'est vraiment un niveau de pourcentage relativement faible, 5%, et ou une EVA des ingestats ou une échelle numérique des ingestats inférieure à 7, ces deux critères n'étant pas obligatoirement associés. Si le patient a un de ces deux critères, il doit être pris en charge, il doit éventuellement être adressé à des équipes qui peuvent justement favoriser une prise en charge nutritionnelle ou diététique. Cette équipe peut compléter l'évaluation nutritionnelle par des outils un peu plus complexes, dont certains, je vais y venir, peuvent être intégrés d'emblée dans la démarche de repérage. Alors pourquoi je dis ça? Parce que de plus en plus, on se dit que d'apporter des éléments de composition corporelle au repérage nutritionnel va aider, par plein d'éléments différents, la prise en charge globale du patient atteint de cancer. Premièrement, mais ça, on va dire que c'est anecdotique dans la prise en charge elle-même de chaque individu, c'est le fait de mieux comprendre les mécanismes de la cachexie cancéreuse. Le deuxième point, plus important, c'est de pouvoir repérer la dénutrition, même si l'aspect extérieur du patient n'évoque pas cette dénutrition, c'est-à-dire chez le patient en surpoids ou obèse. Et ça, c'est très important, quel que soit le pays, de pouvoir, sous la graisse, entre guillemets, pouvoir estimer la masse musculaire. Et là, c'est quelque chose de majeur, puisque on se rend compte que les patients qu'on appelle obèses sarcopéniques, comme l'a évoqué le docteur Noziguet, sont ceux qui vont payer le plus cher les complications des traitements et avoir les plus mauvais pronostics. Probablement, par ces outils, à condition qu'ils puissent être mis en place, on va pouvoir repérer plus tôt les problématiques nutritionnelles. La perte de masse musculaire peut apparaître plus tôt que la perte de poids, en tout cas de façon sensible, mesurable en pourcentage. Ça permet d'établir le pronostic maintenant, et je pense que vous connaissez cette littérature, il n'y a plus une localisation tumorale, il n'y a plus une situation thérapeutique en cancérologie où la sarcopénie, le déficit de masse musculaire et de fonction musculaire, n'est pas lié à un élément pronostic, que ça soit de la survie, de la toxicité ou autre chose. Et dernier point, c'est de déterminer la meilleure dose. Alors ça a déjà été évoqué, je ne rentre pas dans les détails, mais clairement, on commence à se dire que le compartiment musculaire est probablement un élément important dans la mesure des doses de traitement chimio et peut-être d'ailleurs autres thérapeutiques anticancéreuses. Donc tout bénéfice à faire ces mesures-là, mais à condition qu'elles soient faisables en pratique. Non pas au quotidien, mais de façon régulière dans le cadre de la prise en charge d'un patient atteint de cancer. Alors comment faire? Eh bien, finalement, l'outil qui pourrait être potentiellement à court moyen terme le plus intéressant pour pouvoir faire cette mesure ou cette estimation le plus précisément possible, c'est d'utiliser les scanners que les patients ont régulièrement dans le cadre de leur prise en charge en cancérologie. Parce que ces scanners montrent le muscle.
On voit très bien un muscle au scanner, on sait très bien déterminer le niveau de grille qui correspond en termes d'unité Hounsfield au muscle. Et donc, on peut, par des logiciels dont certains sont gratuits et téléchargeables sur Internet, faire ce qu'on appelle un seuillage, c'est-à-dire on traite une image qu'on va nettoyer d'un certain nombre d'éléments qui ne correspondent pas du tout au seuil correspondant au muscle. Ensuite, on va segmenter l'image, c'est-à-dire avec un petit scalpel électronique, découper tout ce qui ne correspond pas à du muscle anatomiquement, pour se retrouver sur l'image qui est en bas, l'image en bas à droite, et ainsi déterminer, parce que le logiciel sait mesurer le nombre de pixels qui correspondent à l'image restante, eh bien, vous déterminez une surface musculaire. Cette surface musculaire peut être, par exemple, indexée à la taille, ça fait des centimètres carrés par mètre carré, et les experts internationaux ont déterminé des seuils en dessous duquel on a une sarcopénie, un déficit de masse musculaire. Alors pourquoi j'insiste sur cette technique-là, pourquoi je vous montre la méthodologie, c'est que premièrement, elle n'utilise pas d'examen supplémentaire comme la DEXA ou l'impédancemétrie ou que sais-je, que le surcoût est minimal, puisque finalement, on peut utiliser un logiciel qui est même téléchargeable gratuitement sur Internet, et que l'apprentissage est relativement rapide. Chez nous, dans le cadre de la recherche, très régulièrement, nos radiologues forment des internes de médecine, de radiologie, de chirurgie à cette technique-là pour mettre en place des programmes de recherche. Et en 1 mois, 2 mois maximum, ils maîtrisent très bien la technique et ils passent en gros de 15 minutes par examen à 5 minutes par examen. C'est pas négligeable, c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est quelque chose qui est encore relativement coûteux en temps, mais qui a un bénéfice très important, puisqu'avec ce résultat-là, on peut avoir une foultitude d'informations et d'orientation du patient de façon plus adaptée. Sachez qu'on travaille beaucoup avec les radiologues francophones sur des systèmes d'automatisation complète de la mesure, en collaboration évidemment avec les fabricants de scanners. Voilà. Donc, les seuils, alors ils sont discutés les seuils, hein, ne les retenez pas tels quels, 55 cm² par mètre carré, 39 cm² par mètre carré, parce qu'ils sont rediscutés annuellement, en particulier pour les faire plutôt se rapprocher de ce qui est recommandé comme seuil chez la personne âgée, par exemple. Mais globalement, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire 50, 55 cm² par mètre carré et 35, 40 cm² par mètre carré pour la femme. Donc je le redis, coût limité, technique facile à apprendre et facile à diffuser et probablement à court terme automatisable. Donc intégrable dans un parcours de soins, dans un repérage systématique. On peut imaginer que l'oncologue, recevant un patient dans une discussion de mise en place d'un nouveau traitement, d'une nouvelle ligne de traitement, va avoir le staging de la maladie sur le scanner et en bas du compte-rendu, il y aura la surface musculaire indexée qui lui permettra d'avoir un tilt supplémentaire en disant « Tiens, c'est marqué sarcopénie, il faut peut-être que je fasse quelque chose ». Je passe sur les autres techniques qui sont moins utilisables aisément actuellement. Alors, il y a d'autres techniques, d'ailleurs, essayent de promouvoir régulièrement les sociétés savantes et qui sont basées sur des choses très, très basiques, comme le périmètre brachial. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas d'accord, de consensus d'experts sur qu'est-ce qu'on fait du chiffre qu'on mesure. On sait comment on mesure un périmètre brachial, tout le monde le sait, mais en cancérologie, je dirais, pour l'instant, on ne sait pas très bien quoi en faire. Certains ont défini des seuils de façon très arbitraire, en particulier les hépato-gastro-entérologues qui font de la cirrhose, et en particulier de la cirrhose décompensée, utilisent beaucoup cet outil-là, mais avec des seuils qui sont maison, entre guillemets, hein, donc il n'y a rien de consensuel. Il faudrait imaginer travailler là-dessus.
mais c'est un outil qui est très simple à développer, évidemment, qui est largement utilisé dans le cadre des campagnes de malnutrition, enfin de repérage de la malnutrition de la FAO et d'autres instances. Donc c'est un vieil outil, mais qui a probablement de beaux jours devant lui. Et puis, il y a quelque chose d'un petit peu plus moderne, là encore, que je présente parce que je pense, et vraiment je le dis parce que c'est la réflexion qu'on a menée aussi en France, c'est quelque chose qui est à la fois peu coûteux, extrêmement reproductible et aisé à utiliser, et très ludique, très informatif, très amusant en interaction avec les patients. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu d'interaction et de côté ludique dans les consultations. L'idée, c'est de mesurer la force de prévention, la force avec laquelle on va serrer la main. Alors, on peut le faire juste en serrant la main, sauf qu'on n'a plus le droit maintenant avec la Covid, hein, ou on peut le faire avec un outil de ce type-là, qui standardise la mesure, hein. Alors, soit électronique, soit mécanique, avec un coût, en tout cas en France métropolitaine, qui est de l'ordre de 300 € l'outil, à peu près, TTC. Là encore, il y a soit des seuils qui ont été définis de façon plus ou moins arbitraire, soit des ABAC officiels ou qui sont maintenant présents avec la machine. Voilà une des machines qu'on utilise nous à Gustave Roussy, qui est une machine standard, de moyenne qualité. Il y en a des moins bonnes et puis il y en a des beaucoup plus référencées. Et dedans, vous voyez qu'en fonction de l'âge et du sexe, vous avez des ABAC correspondant au statut normal, au statut fort, comme moi, vous voyez, très musclé, ou au statut faible, donc a priori sarcopénique. Je le répète, c'est un outil qui est assez amusant parce que c'est visuel, le patient va éventuellement se challenger versus le docteur ou versus l'accompagnant, qui peut être l'épouse ou l'époux, ou le fils, ou je ne sais qui. Et puis, ça, c'est pas encore démontré, donc je le dis à titre personnel, mais je suis persuadé que c'est un très bon outil d'évaluation de l'efficacité de la renutrition. C'est un outil de suivi du malade sur le plan nutritionnel qui est intéressant. Un patient qui améliore son on-grip test, donc sa force de préhension, est probablement un patient qui est bien nourri. Et à contrario, un patient qui le dégrade est probablement un patient qui a d'autres problèmes par ailleurs, mais aussi probablement est mal nourri. Donc, je crois beaucoup à cet outil-là qui est très simple, finalement. Après, on peut utiliser d'autres choses, des choses qui sont largement utilisées en cancérologie, en pneumologie, comme le périmètre de marche de 6 minutes. Mais il faut s'astreindre pendant 6 minutes à regarder quelqu'un marcher en rond. Ça peut être assez rébarbatif. C'est moins facile à mettre en place en routine du quotidien. Mais c'est très recommandé. Et puis, on peut aussi piquer ce que font les gériatres, par exemple, qui aiment bien les sit-up and go tests, tous les tests de levée de chaise, qui sont assez amusants aussi, mais qui sont aussi pas toujours simples à mettre en place comme ça en systématique. Et puis moi, j'aime bien aussi utiliser les gestes du quotidien pour évaluer l'état nutritionnel. C'est un grand nutritionniste anglais qui est malheureusement décédé, Simon Allison, qui disait que la meilleure façon de savoir si un patient est dénutri, c'est de lui serrer la main et de lui taper dans le dos, c'est-à-dire d'évaluer, entre guillemets, sa masse musculaire dorsale. Eh bien, moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire le bon sens, l'évaluation clinique. Mais ça peut être aidé par les gestes du quotidien, comment on arrive à déboucher le bouchon de la bouteille d'eau, même si maintenant il n'y a plus de bouchon à dévisser, ou comment on arrive à monter des escaliers qu'on arrivait auparavant à grimper. Voilà, ça évidemment. Et puis moi je regarde assez régulièrement, un jour peut-être que je ferai une petite étude à ce sujet-là, c'est à quelle vitesse le patient, une fois qu'il est appelé en salle d'attente, arrive jusqu'au box de consultation. C'est-à-dire, en combien de temps il arrive à se lever du banc, et ensuite en combien de temps il arrive à arriver pour faire les 4-5 mètres pour arriver jusqu'à la salle de consultation, ce qui correspond finalement à un test de levée de chaise. Il faut savoir être astucieux ou en tout cas contourner les difficultés éventuelles. Alors, pour revenir au cas clinique, ce patient-là n'était pas considéré comme dénutri selon les critères HAS, puisqu'il avait perdu que 6% du poids en 3 mois, donc en 6 mois. Donc, il n'avait pas dépassé le seuil des 10%. Mais par contre, il est clairement en situation
probablement de sarcopénie, ça mériterait d'être évalué, et de toute façon de risque nutritionnel majeur. Il a perdu du poids, il a des difficultés à manger, il a des douleurs, pardon, il va avoir une chimiothérapie. Voilà. Donc il est dans une situation où de toute façon il va l'être, et en plus il va avoir cette chimio qui va aggraver la situation. Il y a Emmanuel qui fait des petites bidouillages. Voilà. Alors, deuxième question, face à cette situation de non-dénutrition mais de risque majeur, quelle va être la prise en charge initiale? Alors, qu'elle soit standardisée ou prise en charge de façon ponctuelle à la demande du patient, comme c'était le cas, par une équipe plus ou moins spécialisée. Alors, selon les recommandations de chez nous et selon les habitudes de prise en charge de chez nous, c'est d'abord par une prise en charge diététique, au sens très large du terme, qu'on va démarrer la prise en charge nutritionnelle. Je dirais que c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. C'est-à-dire c'est une bonne idée parce que ça donne une chance au patient de pouvoir être acteur de sa prise en charge nutritionnelle, mais il n'est pas exclu que ça retarde un petit peu l'optimisation nutritionnelle et donc on arrive au début des traitements, pour peu qu'on ait un peu de temps entre le début des traitements et la chimiothérapie, qu'il arrive au traitement de chimiothérapie dans les meilleures conditions nutritionnelles possibles. Actuellement, il n'y a pas de preuve du bénéfice d'un truc très intensif d'emblée. Donc, l'attitude telle qu'elle est décrite là, de commencer par du conseil alimentaire, me paraît encore, pour l'instant, justifiée. Alors, pourquoi c'est justifié? Parce que ce patient-là, typiquement, les cancers métastatiques, en particulier poumons, pancréas, tous les cancers digestifs, un certain nombre d'autres localisations métastatiques, avec localisation métastatique, pardon, vont cumuler plein de facteurs d'altération des ingestables. La première, c'est l'anorexie d'origine centrale, qui est liée à des perturbations à la fois des signaux extérieurs et des signaux internes qui, normalement, appellent à une stimulation de l'appétit. Premièrement, certaines cytokines pro-inflammatoires vont perturber le fonctionnement des neurones qui stimulent l'appétit, les neurones du neuropeptide Y. Et puis, évidemment, vous allez avoir des éléments extérieurs, sensoriels, qui vont être aussi liés à l'acquisition d'aversions alimentaires, de perturbations dans ces schémas habituels d'organisation des repas, les troubles du sommeil, la douleur, tout ça qui vont complètement perturber la motivation à manger. Et par ailleurs, ça a été un petit peu évoqué par Cindy tout à l'heure, probablement des signaux internes qui eux aussi sont perturbés, voire très perturbés, comme par exemple le fait que l'inflammation, lorsqu'elle est très importante, induit un petit degré d'insulinorésistance, voire même un très gros degré d'insulinorésistance, avec une glycémie qui, au lieu d'être en permanence basse, enfin, variable en fonction des repas, mais à l'état de jeûne basse, va être toujours légèrement au-dessus de la normale et donc ne va pas stimuler certains neurones de l'hypothalamus qui sont dépendants du niveau de glycémie. L'autre point, et qui est peut-être une cible thérapeutique intéressante, c'est le fait que soit les patients, tels qu'on le décrit actuellement, ne sécrètent pas suffisamment de gréline, leur estomac ne sécrète pas suffisamment du messager stimulant l'appétit via le tube digestif, soit leur cerveau est résistant à cette sécrétion de gréline. C'est pour ça qu'un certain nombre d'études ont été développées sur les analogues de la gréline, mais pour l'instant avec des résultats qui sont décevants. Donc, quels sont les conseils finalement qu'on va pouvoir proposer? Ils sont à la fois dépendants des symptômes dont souffrent ou dont vont souffrir les patients et sont un peu globaux. Les troubles du goût doivent être quelque chose qui doit être pris en charge de façon très attentive parce qu'on les sous-estime beaucoup. On ne sait pas toujours bien les évaluer, à la fois quand ils sont qualitatifs et quantitatifs. Et on est très démunis face à ces troubles du goût en cours de traitement. L'idée générale, c'est soit de pouvoir exhauster un goût qui est perdu par le patient, donc quand on a une hypogeusie, le goût salé, le goût sucré, donc l'exhauster,
Ça peut être en rajoutant un certain nombre d'exhausteurs comme des herbes fraîches, comme de la vanille par exemple pour le sucre, etc. Soit en mettant carrément du sel en plus dans l'alimentation. Soit en faisant en sorte que le confort buccal s'améliore. Alors ça peut être par l'hygiène bucco-dentaire évidemment tout bêtement, mais aussi en tapissant la bouche avec un film lipidique alimentaire, avec un mets un peu gras pour commencer le repas, pour améliorer le confort de la muqueuse buccale. Évidemment, d'un patient à l'autre, vous allez avoir des différences très importantes de tolérance et d'efficacité des différents conseils que vous allez pouvoir proposer. Donc, c'est éminemment individuel, les choses que vous allez pouvoir proposer et suivre au cours des traitements. Il y a des gens qui, même avec des troubles du goût marqués, vont pouvoir continuer à manger, d'autres qui, à la moindre petite perturbation de la sensorialité gustative, vont plus pouvoir manger. Voilà, et puis ça dépend au départ de si les gens aiment ou n'aiment pas manger, ce qu'ils mangent pas, etc. Il n'y a pas d'interdit absolu, ça c'est vraiment un élément important. Ça sert à rien de mettre en place des listes négatives d'aliments systématiquement dès le démarrage de la chimiothérapie. Premièrement parce que ça ne fera qu'aggraver le risque que le patient ne puisse plus manger et aggrave sa dénutrition. Et deuxièmement, souvent, ça n'a pas grand sens parce que la logique est quand même celle-ci. La diarrhée, les troubles du goût, les nausées sont liés au traitement de chimiothérapie. Et si vous entretenez l'idée que l'alimentation peut y participer, eh bien, le patient va se focaliser là-dessus et va aggraver ses troubles du comportement alimentaire. Après, malgré tout, il faut laisser la possibilité au patient de pouvoir expérimenter les choses. Il y a des gens qui ont la bouche en feu et qui peuvent encore manger des épices piquantes et d'autres qui ne pourront pas. Des gens qui ne supportent plus l'acide et d'autres qui pourront, etc., etc. Il faut pouvoir laisser la possibilité aux patients de tester, d'expérimenter et finalement d'être son propre juge de ce qu'il peut et de ce qu'il ne peut pas manger. Sinon, on ne s'en sort plus. Et ça, quel que soit le symptôme. On a vu les troubles du goût. Il faut être très attentif à l'hygiène bucco-dentaire. Ça, c'est très, très important parce que les infections buccales sont une source majeure de troubles du goût. Évidemment, tout ce qui est xérostomie, mucite, pour lequel on n'a pas encore de traitement miraculeux, mais ça va peut-être venir un jour. Et puis, il faut aussi rassurer les gens. C'est-à-dire les patients sous chimiothérapie qui ont des troubles du goût sévères, il faut les rassurer sur le fait, et c'est la vérité, que c'est réversible à l'arrêt des traitements. Donc, il n'y a qu'avec la radiothérapie qu'on peut se retrouver avec des altérations gustatives définitives. Avec les nausées et les vomissements, c'est pareil. Et il y a un grand principe au cours des traitements des cancers, en particulier des chimiothérapies, que l'on propose aux patients pour les soulager de leur inconfort alimentaire, c'est de fractionner. C'est-à-dire plutôt que d'essayer de manger des vrais repas matin, midi et soir, entrée, plat, dessert, comme ça se fait beaucoup en France traditionnellement, eh bien de prendre un petit bout de chaque repas et puis d'essayer de le caser tout le long de la journée avec des plus petites portions, mais qui vont être multipliées dans la journée, et ça peut aller jusqu'à du grignotage. Et on oriente les patients vers des choses qui, a priori, pourraient leur convenir mieux. Quand il y a des très fortes nausées, plutôt les plats froids que les plats en sauce chauds, sachant, je le redis, qu'un patient tous les patients peuvent être très différents, et on peut se retrouver avec un patient qui, sous chimiothérapie très nauséeux, va ne pouvoir manger qu'un seul truc, c'est d'aller au fast-food tous les jours, par exemple. Ça arrive. Donc, il faut accepter le fait que le patient ne rentre pas dans la norme diététique et qu'il puisse expérimenter les choses. Et c'est pareil, vous voyez, là, il y a marqué « éviter les plats trop épicés, trop gras, trop sucrés », mais ça, c'est, on va dire, pour 50% des gens, mais il y a 50% des gens qui, au contraire, vont préférer les plats très épicés parce que telle épice va améliorer leur nausée. Ça va être le cas, par exemple, de la cannelle. Très souvent, on entend dire ça. Alors, c'est plus ou moins vrai, c'est pas démontré scientifiquement, mais si c'est le cas, si le patient ressent un bénéfice, il faut l'accompagner dans ce sens-là.
Là où il faut être très attentif aussi, c'est sur le fait d'éviter au maximum que le patient acquiert des dégoûts alimentaires. Alors, les mécanismes qui conduisent à ces dégoûts alimentaires sont assez complexes et pas toujours bien connus, mais globalement, quand on est en bonne santé, quand on mange un mets X ou Y, eh bien on va avoir très vite du plaisir à consommer l'aliment, et puis ce plaisir va progressivement décroître plus on consomme en volume de cet aliment, jusqu'à arriver à un seuil de neutralité qu'on appelle rassasiement sensoriel spécifique, qui correspond finalement au moment où le cerveau dit stop, arrête de manger de cet aliment-là, tu n'en tires plus de plaisir. Malheureusement, quand on est malade, et en particulier quand on a des maladies inflammatoires importantes, quand on a un cancer, du fait de paramètres digestifs mais aussi inflammatoires, ce seuil de plaisir, il est plus rapidement atteint, et donc de fait, on retourne plus rapidement au seuil de neutralité. Donc on va, si on s'écoute bien, n'en manger qu'une plus petite quantité. Le vrai souci, c'est si, de façon bienveillante ou malveillante, mais le plus souvent bienveillante, quelqu'un impose un forcing à la personne malade en disant « il faut absolument que tu manges ». Les docteurs, là, les Français là, qui sont venus parler, ils ont dit « il faut absolument manger quand on a un cancer ». Et bien ça marche pas. C'est ce qu'on appelle du forcing alimentaire, et ce forcing alimentaire, il va conduire à une chose, c'est ce qu'on voit dans la courbe en pointillé, c'est qu'on va altérer encore plus cette sensation en créant du déplaisir à consommer l'aliment ou le mets considéré. Et ce déplaisir, alors fort heureusement dans la grande majorité des cas, il va réverser une fois qu'on va arrêter de manger de l'aliment, mais parfois il ne disparaît pas. Et on a acquis finalement, de façon parfois définitive, un dégoût pour l'aliment considéré. Et si c'est une situation où c'était quasiment le seul truc qu'on pouvait encore manger, eh bien on se retrouve à plus pouvoir manger et se retrouver avec un tuyau dans le nez. Donc il faut être très attentif à ce que ce forcing qui est bienveillant est, oui, c'est partout pareil, hein, on est bien d'accord, c'est quelque chose qui est majeur parce qu'il est contre-productif. Il veut faire du bien et finalement il fait du mal. Voilà, donc c'est résumé ainsi, et c'est très souvent en situation de chimiothérapie émétisante que ce système de forcing induisant des aversions et donc des risques supplémentaires de dénutrition apparaît. Donc pas de forcing. En cas de mucite, de bouche abîmée, ben évidemment, là encore, il faut fractionner. Moins on rend pénible le repas en réduisant sa durée, plus on facilite l'alimentation. Là encore, le froid peut être intéressant, le frais, etc. Bon, et éviter tout ce qui... Mais ça, c'est l'expérience du patient qui va le dire, tout ce qui va aggraver le symptôme douloureux. Et d'un patient à l'autre, ça peut être très différent. Pour certains, et en grande majorité, ça va être le pain, mais pour d'autres, ça va être autre chose. Quelque chose d'acide, par exemple. En cas de trouble du transit, là encore, je le dis, le redis, pas de liste négative systématique. C'est pas parce que le patient va avoir une chimiothérapie comme par exemple le FOLFIRINOX, dont on sait très bien qu'il va avoir de la diarrhée à un moment, qu'il faut absolument qu'il, dès le premier jour de chimiothérapie, de la première ligne, de la première cure, du premier cycle, il faut qu'il se mette à carotterie tous les jours. Ça n'a aucun sens parce que, premièrement, je le redis, c'est la chimio qui est responsable de la diarrhée. Et deuxièmement, s'il se limite à certains aliments, à un moment, il ne pourra plus les voir en peinture, il ne pourra plus manger et il va se retrouver en difficulté. Donc, il y a des aliments que les diététiciens, les nutritionnistes, les oncologues, les infirmières peuvent conseiller, mais ça ne va pas marcher à tous les coups. Et ça aussi, il faut le dire aux patients, ça peut être intéressant pour vous, mais si ça ne marche pas sur vous, bah, vous laissez tomber, vous repassez à votre alimentation la plus plaisir possible. Sachant qu'évidemment, dans les deux cas, l'hydratation est majeure. Souvent, moi, quand les patients sont dans les 2-3 jours qui suivent la chimiothérapie, je leur dis de façon un peu péremptoire, la priorité sur ces 3 jours, c'est l'hydratation. Donc, mettez le paquet pour boire et puis vous pourrez remanger de façon plus facile dans les jours suivants.
Bon, il faut essayer qu'ils puissent manger et boire hein, quand même, mais bon, parfois il faut prioriser quand même. Pour ça, comme vous le faites, comme tout le monde le fait maintenant, on essaye de donner des petits livrets de recettes, des petits guides. Les gens maintenant sont très en demande d'applications, de choses comme ça. Le problème, c'est c'est très général et ça ne va pas toujours répondre à l'individu, au questionnement de l'individu X. Et c'est ça qui est vraiment le point majeur. Il faut clairement expliquer aux gens que l'idéal, c'est un suivi individualisé tout le long des traitements. Et qu'il y a des choses qui pourraient marcher pour une majorité, mais qui ne marchera pas pour lui individuellement. Et que dans ce cas-là, il ne faut pas s'acharner à aller dans un sens qui ne fonctionne pas. Il faut passer à autre chose. Et finalement, c'est l'expérience du patient lui-même qui est la plus intéressante à développer. Il constate que tel aliment est bon pour lui, il le garde, que tel aliment est mauvais pour lui, il le met de côté. Donc, en résumé, le moins de restrictions possible. Et ça va aussi pour les régimes. Moi, je fais la guerre aux régimes médicaux qui sont prescrits souvent de façon trop systématique. Je vais prendre un seul exemple pour ne pas vous embêter trop, mais le régime pauvre en sucre, pauvre en sel qui est prescrit systématiquement chez les patients sous corticoïdes n'a jamais démontré son bénéfice clinique. Jamais. Il n'y a aucune étude qui démontre le bénéfice des régimes pauvres en sucre, pauvres en sel au cours des corticoïdes, quelle que soit la dose, quelle que soit la durée. Je recommande de ne pas le faire. Voilà. Plus le patient aura de listes négatives, de régimes, d'obligations, d'astreintes alimentaires, moins il mangera de calories et de protéines, moins il mangera de micronutriments, plus il se lassera, plus il aura de dégoût alimentaire, plus il aura peur de l'alimentation et plus il va faire n'importe quoi. Et donc, ça va être un cercle vicieux sur la dénutrition. Donc, le moins de restrictions alimentaires possible. Si je veux être encore plus simple, il n'y a aucun interdit alimentaire au cours des traitements des cancers. Aucun. Sauf vraiment un élément très spécifique, genre le pamplemousse dans les inhibiteurs de tyrosine kinase. Et encore, il faudrait revoir la liste complète. Mais en plus, on peut se passer de pamplemousse pendant quelques mois. Mais en dehors de ça, pas de restrictions importantes. C'est la seule façon, avec de l'alimentation orale, d'apporter un bénéfice au patient. Dès que vous allez créer des listes négatives, vous allez induire toute la cascade des catastrophes sur le plan alimentaire. Donc, pas de régime. Pour faire très court sur le sujet des compléments nutritionnels oraux, je dirais que c'est une aide supplémentaire, mais c'est une aide supplémentaire à un conseil diététique adapté, individualisé. C'est-à-dire le complément prescrit tel quel, sans soutien nutritionnel, sans orientation, sans aide du patient à s'alimenter normalement, n'a pas grande chance d'être efficace. En plus de ça, il n'y a pas de CNO idéal. Il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre. Il n'y a pas un qui, à coup sûr, va convenir à telle personne et l'autre pas, etc. Donc, il faut savoir changer, il faut savoir faire goûter les gens, il faut savoir les transformer, les expérimenter. On peut même faire de la cuisine avec, pourquoi pas. Il faut juste savoir que ce n'est pas la solution parfaite non plus. Ce n'est pas parce qu'on aura mis des CNO qu'on s'en lave les mains et que tout est réglé. Non. Il faut derrière un suivi, il faut s'assurer que le patient le prenne, il faut s'assurer que l'objectif qu'on a fixé est atteint. Et je le redis, c'est en complément de la prise en charge alimentaire dans sa globalité. Bon, ça c'est juste pour illustrer ça, je passe. Comment le patient il évolue? Alors, après 2 cycles de traitement, le patient il continue à perdre du poids. Évidemment, il est de plus en plus inquiet, il a un goût métallique dans la bouche. Et là, vous voyez qu'il a perdu franchement du poids. Il fait plus que 60 kilos, donc là, on a dépassé les 10%. Rien à voir avec la série télé. Et il mange vraiment pas beaucoup. 1350 calories, 50 grammes de protéines. Si on se rapporte à ce qu'a dit Cindy tout à l'heure, on est vraiment sur des niveaux d'ingestat qui sont très insuffisants pour pouvoir améliorer son état nutritionnel. Et ça, malgré des efforts et des efforts pour manger. Mais il n'a plus d'appétit, mais il a un goût métallique dans la bouche.
Donc là, quelle est la prise en charge nutritionnelle? On est dans une situation finalement où il faut passer la seconde, c'est-à-dire qu'on est en échec d'une prise en charge orale, un échec franc puisqu'on a une dégradation nette de l'état nutritionnel malgré tous les efforts du patient. L'idée, c'est pas de dire vous êtes en échec, monsieur, je vais vous mettre une sonde dans le nez, mais de dire notre objectif n'a pas été atteint. On en avait parlé dès le début, donc ça c'est un point majeur, il faut que ça soit évoqué dès le départ. On l'avait évoqué dès le début, on passe à la deuxième ligne de traitement entre guillemets nutritionnel qui est la nutrition entérale. Il faut toujours positiver les choses, sinon ça ne marche pas. Pas si simple, on est bien d'accord. Donc ça correspond à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire dans l'arbre décisionnel de la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme, le patient a une dénutrition modérée, il a des ingestats altérés, il doit avoir une nutrition artificielle parce qu'il a un projet thérapeutique, parce qu'il est en cours de traitement et qu'on veut qu'il tienne le coup le plus possible. On aura peut-être dû le faire avant, je l'ai évoqué tout à l'heure, on ne l'a pas fait, il faut le faire maintenant. Et pour que ça se passe bien, il n'y a pas 150 000 solutions. Premièrement, et ça je pense que vous serez d'accord avec moi, on ne se déclare pas du jour au lendemain spécialiste de la nutrition entérale. C'est-à-dire que c'est des choses sur lesquelles il faut une formation spécifique. C'est pas si simple, contrairement à ce que certains essayent de faire croire, de mettre en place des programmes de nutrition entérale dans les services hospitaliers et pour les patients de cancérologie en particulier. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas non plus si compliqué que ça, mais ça s'apprend, ça se maîtrise, et c'est qu'avec cette maîtrise-là qu'on peut rassurer les patients et apporter un bénéfice avec une efficacité et une bonne tolérance. L'autre point, c'est l'information du patient. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est essentiel. Si on n'évoque pas, dès le départ de la prise en charge, la possibilité que le patient ait à un moment une nutrition artificielle, le patient va plus souvent la refuser. Voilà. Ensuite, il y a des façons de faire qui sont a priori, soit sur recommandation d'experts, soit démontrées par des études scientifiques, plus efficaces que d'autres. Par exemple, la nutrition entérale est mieux tolérée quand les sondes sont de petit calibre, des toutes petites sondes fines, Charrière 7, 8, 9, 10, plutôt que des grosses sondes qui ressemblent à des tuyaux d'arrosage. Et puis dans des matériaux qui sont adaptés, donc silicone, polyuréthane. L'autre point, c'est qu'avant de démarrer toute nutrition entérale, il faut, par un moyen ou un autre, être sûr que la sonde est bien en place. La recommandation de la SFNCM, c'est de faire une radio systématique. Sachez par exemple que chez nous, à Gustave Roussy, on est en train de développer une technique alternative qui est basée sur les recommandations du Royaume-Uni, sur la mesure du pH du liquide qu'on récupère en aspirant par la sonde. Et si le pH est acide, on considère que le patient la sonde est dans l'estomac, bien poussée, bien dans le fond de l'estomac, et donc on peut assurer qu'elle est en bonne position. Alors, c'est quelque chose qu'on met en place de façon prospective, observationnelle, dans le cadre de la recherche, mais je dirais que par cette expérience-là, il faut trouver les astuces qui permettent à la fois de ne pas trop complexifier le processus de mise en œuvre de la nutrition entérale, mais aussi de s'assurer par un moyen ou par un autre que la sonde est bien en place. Le simple fait d'insuffler de l'air dans la sonde et d'entendre le glouglou au niveau de l'air gastrique ne suffit pas, parce que si la sonde elle est dans l'œsophage thoracique, eh bien vous aurez le même bruit que si la sonde elle est dans l'estomac. Et ça ne suffit pas pour être sûr que la sonde est au bon endroit. Voilà. Ensuite, les choses sont plus dépendantes finalement des moyens disponibles dans les unités dans lesquelles on travaille. Le fait d'utiliser des pompes régulatrices de débit, ça dépend du fait qu'on puisse en bénéficier ou pas. Le type de produit qu'on utilise, ça dépend de ce qu'on a à disposition dans l'unité ou dans l'hôpital dans lequel on travaille. Par contre, les deux points suivants, savoir arrêter quand ça se passe pas bien et savoir ne pas mettre en route si on pense que ça va mal se passer, ça c'est des points majeurs. Là encore, contrairement à ce que certains essayent d'évoquer, en particulier en France ou ailleurs,
la nutrition entérale ne va pas de soi pour tous les patients. Il y a des catégories de patients où il y a des patients individuellement qui ne supportent pas, malgré tous les efforts qu'on peut faire, toute la qualité qu'on peut mettre en œuvre, qui ne supportent pas la nutrition entérale. On n'a pas toujours une explication précise. C'est pas typiquement le patient vieux ou diabétique ou je ne sais quoi. Ça peut être n'importe quel patient. On a beaucoup de jeunes patients qui ont des cancers ORL liés à l'EBV par exemple. Tous ces patients-là ont beaucoup de mal, je pense en partie psychologiquement, à supporter la nutrition entérale et on va souvent basculer sur la nutrition parentérale dans ce contexte. C'est probablement pas bien conceptuellement, mais c'est un état de fait. Des patients peuvent, à titre individuel ou dans le cadre de facteurs de risque plus ou moins bien déterminés, ne pas supporter. Si on le sait ou si on le constate, il faut l'accepter et passer à autre chose. En assumant le risque qu'on fait prendre aux patients, mais aussi en se disant que on a tout fait pour que ça se passe bien et malheureusement c'est pas le cas et l'objectif c'est que le patient soit nourri correctement. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. L'objectif, c'est pas qu'il ait un tuyau dans le nez ou qu'il n'ait pas de perfusion. L'objectif, c'est qu'il ait un état nutritionnel qui se maintienne. Après, tout le reste, c'est un peu de la fioriture, des habitudes de chacun. Avec mes cheveux blancs et ma barbe blanche, j'ai quelques gris-gris comme ça. Mais par exemple, parce que j'ai une expérience aussi de réanimation, je sais très bien que la nutrition entérale, ça n'empêche pas les gens de dormir, ça ne les empêche pas de dormir en position couchée comme ils ont l'habitude de le faire, contrairement à ce que beaucoup d'équipes vont leur dire et en les obligeant à dormir assis alors que d'habitude ils ne le font pas. À partir du moment où la sonde est bien en place, qu'on a un débit qui est régulé, etc., on peut faire de la nutrition nocturne et les gens peuvent dormir selon leurs habitudes. Bon, ça c'est mon expérience, mais ça fait partie des choses qu'il faut apprendre au fur et à mesure. Bon, ça c'est les sondes, on ne va pas rentrer dans les détails. Franchement, les mieux, c'est vraiment des petits calibres. Il faut vraiment des toutes petites sondes qui se bougent plus facilement, mais qu'on peut rincer régulièrement pour empêcher qu'elles ne se bouchent. Bon, ça c'est comment on pose la sonde, peu importe. Ça c'est les protocoles de la SFNCM que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme. Rien de très original, hein, c'est comme d'habitude. La radio, comme je vous l'ai dit, hein, avec la possibilité de mesurer que la sonde est bien dans l'estomac et non pas dans le thorax, hein, c'est vraiment ça. Hein, si la sonde elle est pas assez enfoncée, eh bien les trous qui servent à instiller le liquide se trouvent dans le thorax et on se retrouve avec des régurgitations, des reflux majeurs. Ça, c'est des points qui sont très importants pour s'assurer et rassurer le patient sur le fait qu'on maîtrise la technique et qu'on va pouvoir la faire dans de bonnes conditions. 2-3 mots pour finir de ce patient qui malheureusement va se dégrader, va continuer à avoir des complications. Là, d'abord de la diarrhée qui a été attribuée probablement à tort à la nutrition entérale et qui a fait interrompre la nutrition entérale. Mais comme il se dégrade très franchement sur le plan nutritionnel, mais aussi parce qu'il évolue sur le plan cancérologique probablement, on se pose la question de remplacer la nutrition entérale par la nutrition parentérale, pardon. Vous voyez qu'il est bien plus dénutri et avec une altération majeure de l'état fonctionnel, il se lève quasiment plus du lit. On est à l'évidence dans une situation de cachexie réfractaire. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Alors, si on reste stricto sensu dans la problématique nutritionnelle, je dirais que la nutrition parentérale dans ce contexte n'est pas irraisonnable parce qu'on a une mauvaise tolérance de la nutrition entérale, au moins définie comme telle précédemment. Le patient ayant eu cette mauvaise expérience, il rentre dans les critères, si on doit vraiment lui faire de la nutrition artificielle, de nutrition parentérale. Les contre-indications absolues de la nutrition entérale, c'est l'occlusion et l'insuffisance intestinale. Mais évidemment, si le patient ne tolère pas la nutrition entérale, il faut éventuellement, dans le même objectif que celui de le nourrir correctement, passer à la parentérale.
Par contre, et c'est pareil que ce soit de l'entéral ou de la parentérale, les mauvaises indications, c'est le patient qui refuse ce soin, et puis les patients dont le pronostic est très altéré. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails d'une discussion qui est plus éthique que nutritionnelle, mais clairement, et ça a été bien montré par une étude qui vient d'être publiée dans Cancer, qui s'appelle l'étude ALINCA, que mettre en route de la nutrition artificielle en situation de fin de vie n'a pas de bénéfice pour le patient. La parentérale, c'est à la fois plus compliqué et plus simple que la nutrition entérale. Plus simple parce que finalement, on a un a priori de dire que ça sera mieux toléré par le patient, ce qui n'est pas complètement faux. Il n'y a pas le tuyau dans le nez, il n'y a pas ce remplissage de l'estomac. Donc, il y a effectivement tout ce côté désagrément en moins. Mais il ne va pas de soi que ça soit si bien supporté que ça, parce que, premièrement, c'est une perfusion de volume relativement important, qui peut altérer la qualité de vie du patient, l'obliger à se lever 4 fois dans la nuit pour aller pisser, entraîner des petits désagréments avec des sensations de malaise au début de perfusion et en fin de perfusion, etc. Donc, c'est pas systématiquement bien toléré. Et puis surtout, le problème majeur, le risque majeur, c'est celui de l'infection liée au cathéter, qui est quelque chose, là encore, qu'il faut assumer totalement. Que l'indication de la nutrition parentérale soit bonne ou mauvaise, le risque infectieux est majeur. Et si on en croit les données de l'équipe de Lyon, de Cécile Chambrier à Lyon, si on compare des patients qui ont que chimio à des patients qui sont comparés par ailleurs sur les autres paramètres, qui ont chimio plus parentérale, dans le groupe chimio plus parentérale, le risque d'infection liée au cathéter est multiplié par 5. C'est énorme. D'ailleurs, certains de dire que dans ce contexte-là, il est criminel de mettre en route de la parentérale. C'est évidemment pas vrai, c'est excessif. Mais il faut assumer ce risque, il faut même probablement en informer les patients, et il faut évidemment faire en sorte que les soins de cathéter soient optimaux. Probablement, dans les années à venir, on aura des solutions de prévention primaire qui seront intéressantes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment accepter ce risque et donc, de fait, ne proposer cette parentérale que quand la situation nous oblige à le faire. Voilà, je vais m'arrêter là sur les aspects techniques de la nutrition artificielle. Je ne voulais pas rentrer trop dans les détails et on va passer à la discussion tous ensemble.